Merci Madame la Présidente. Donc dans mon tour, je remercie le groupe G20 de m'avoir invité pour participer à cette journée du printemps G20. Et on m'a demandé de vous parler des urgences ORL à travers des cas cliniques. Et donc, comme vous allez le constater, quand on parle de cas cliniques, c'est plutôt moi qui vais poser des questions à l'audience que l'audience qui me posera des questions. Peut-être des cas cliniques que vous connaissez déjà, ça n'empêche pas qu'on va en discuter, mais il y aura peut-être d'autres de nouveaux. Alors, concernant les urgences ORL, il faut savoir que dans la pratique du médecin généraliste ou spécialiste, c'est une pathologie qui est assez fréquente et diversifiée. On en dénombre plusieurs, des urgences vasculaires qui peuvent toucher le pronostic vital dans une très brève échéance. Exemple, les épistaxis foudroyants ou les hémorragies pharyngées ou les plaies de la carotide ou les ruptures des anévrismes carotidiens, c'est possible. Hein. Les urgences respiratoires qui peuvent toucher le pronostic vital par obstruction laryngée due à un cancer du larynx ou autre pathologie, des urgences infectieuses et des urgences neurosensorielles. Donc vous voyez que ce sont des urgences très diversifiées qui peuvent parfois poser une problématique de diagnostic et de prise en charge en urgence. Alors, première situation qui peut se poser en urgence ou en déféré, c'est la situation d'une rhinorrhée purulente unilatérale chez l'enfant. Alors, c'est facile. Souvent, on peut se tromper, mais maintenant, on la connaît très bien. 4 ans, depuis 2 jours, une obstruction nasale, rhinorrhée avec une sensation d'odeur fétide. Et puis l'examen, on trouve un comblement de toute la fosse nasale. Quelle serait votre attitude? Il faut aspirer le pus et appuyer sur la pointe du nez pour voir le corps étranger. Quel est le traitement? C'est facile. Il faut enlever le corps étranger. Alors, pour enlever le corps étranger, il faut se méfier. Les corps étrangers très faciles, c'est les bouts de papier, les éponges, parce qu'on prend voilà, une pince et puis on les enlève. Les corps étrangers relativement difficiles, c'est les pois chiches, les petits pois, parce qu'ils roulent, donc à la pince, ils peuvent reculer en arrière et tomber dans le pharynx et créer un corps étranger bronchique. Et le pire des corps étrangers, c'est les piles, les petites piles de lithium, je pense, et qui risquent, bien sûr, si on les méconnaît, entraîner des perforations de cloison. Alors, les astuces, bon, on utilise la pince ou on peut utiliser un instrument qui va aller au-delà du corps étranger, c'est-à-dire qu'on va l'introduire là, se placer derrière le corps étranger pour le tirer vers le dehors. À ce moment-là, on est sûr qu'on ne va pas l'avoir au niveau du pharynx de l'enfant et peut-être au niveau de la branche. Deuxième situation, quelqu'un qui n'arrive pas à ouvrir la bouche et il a de la fièvre. Trismus fébrile. Hein? Alors, patient de 18 ans, tabagique qui consulte pour un trismus fébrile, l'examen général est normal et l'examen très douloureux de l'oropharynx, parce qu'on arrive très vite difficilement à ouvrir la bouche à ce patient, met en évidence ceci. C'est quoi? Ouais, un abcès de quoi? C'est un phlegmon péri-amygdalien. Hein? Lorsque vous voyez bomber le pilier antérieur, une partie du voile du palais en unilatéral, bon, la question qu'on peut poser aux patients, est-ce que vous faites des angines à répétition? Souvent, ça s'installe dans une situation d'amygdalite chronique cryptique avec une surinfection. Et à ce moment-là, quelle serait votre attitude? Difficulté d'ouvrir la bouche avec un phlegmon périamygdalien. Traitement ambulatoire, hospitalisation. Hospitalisation. Que vous avez beau donner du traitement médical à ce patient, il risque de ne pas pouvoir l'avaler. Il faut passer par voie parentérale, hospitaliser, inciser, drainer, prélever le pus. Et bien entendu, quand tout va bien, après 1 mois, il faut prévoir une amygdalectomie. Parce qu'un patient qui vous fait un phlegmon périamygdalien une fois, il risque de vous faire
Par la suite, quel est le risque du phlegmon pyréamygdalien s'il n'est pas traité? En dehors de l'asphyxie, en dehors. C'est la thrombophlébite de la veine jugulaire interne, avec tous les risques que ceci peut comporter. Troisième situation, céphalée du vertex fibrile. Ça touche le plus souvent les sujets âgés, diabétiques, parfois sous insuline ou pas, qui présentent des céphalées au vertex. Et avec ceci de la fièvre, malheureusement, on peut traiter par macrolide. Il faut savoir que les macrolides n'ont pas de place en ORL, sauf s'il y a une allergie à la pénicilline. Et bien entendu, l'anamnèse découvre une notion de rhinorrhée chez cette patiente purulente, récidivante, unilatérale du côté droit. Ça, c'est la fosse nasale droite. Donc l'examen de cette fosse nasale droite note cette situation-là. C'est quoi? C'est une sinusite, mais quelle sinusite? Non, l'ethmoïde, une douleur paracontale interne. L'ethmoïde, le malade vous dit j'ai mal là. Le sinus maxillaire, j'ai mal là. Le sinus frontal ici. Le sphénoïde là. Donc là, c'est une sinusite sphénoïdale chez un diabétique âgé. Que faut-il faire? Un scanner. Donc il faut faire un scanner. Ce sont des sinusites graves. Sinusite ethmoïdale, frontale, sphénoïdale rentre dans le cadre des sinusites graves. Et donc on fait un scanner, on confirme qu'il s'agit d'une sinusite. Et à ce moment-là, on donne un traitement approprié. Le traitement approprié de la sinusite, c'est quoi? Antibiotiques, corticoïdes, antalgiques et lavage des fosses nasales. Quel antibiotique? Amoxicilline acide clave en première intention, sinon quinolone de dernière génération. Vertige d'installation brutale. Vous êtes aux urgences ou vous êtes chez consultation, on vous amène un patient âgé qui a dans ses antécédents un diabète, hypertension traitée, et que vous admettez pour vertige d'installation brutale. Il était bien, et il vous dit ça tourne, il vomit, et la dycervicalgie, et lorsque vous le mettez debout, il risque de tomber. Quelle est la différence entre un vertige avec instabilité et vertige sans instabilité? Bon, on pourra en parler après. Qu'est-ce qu'il faut faire? Examen neurologique. Alors, qu'est-ce que vous cherchez dans l'examen neurologique? Syndrome cérébelleux, oui. On n'a pas de syndrome cérébelleux dans cette situation-là. Examen ORL des oreilles, normal. Otoscopie normale. Non, la lithiase, justement, lorsque quelqu'un fait un vertige paroxystique positionnel bénin, on peut le mettre sur pied. Et on peut le mettre, il peut se mettre debout. Il n'est pas instable. Il est instable lorsqu'il tourne. Mais lorsqu'on le met debout, il est debout. Quelqu'un qui a un vertige et quand on met debout, il tombe, il y a un problème. Un vertigineux qui tombe lorsque vous le mettez debout, sans qu'il bouge, c'est central. Un vertigineux que vous mettez debout et qui reste debout, et lorsque vous lui dites de bouger, etc., il sent qu'il va tomber, ça peut être périphérique. Alors l'examen clinique du patient, on cherche le syndrome cérébelleux, mais on va s'intéresser essentiellement aux yeux. Donc on va chercher, non, pas le nystagmus, on va chercher le myosis et les nophtalmies, ptosis et nophtalmie, myosis, ptosis et nophtalmie. Claude Bernard, Horner. Et puis, bien sûr, à ce moment-là, on va chercher ce qu'on appelle l'anesthésie alterne, l'anesthésie thermoalgique de la face d'un côté, et puis le thermoalgique de l'autre côté, au-dessous de la face. Et ça vous signifie quoi, ça, lorsque vous trouvez un patient, chez un patient ceci? C'est un syndrome de Wallenberg.
C'est ça le syndrome de Wallenberg, qui s'appelle la section unilatérale de la moelle épinière. Et qu'est-ce qu'il faut demander? Et une IRM. Le scanner ne vous montrera rien en urgence. Et l'IRM, il va vous montrer une atteinte du tronc cérébral, le plus souvent un syndrome hémorragique ou ischémique. Et si vous passez à côté de cette situation-là, si on donne un traitement symptomatique, par exemple, on va dire, oui, il est vertigineux, on va donner un traitement antivertigineux, on risque de perdre le malade. Pourquoi? Parce que cette hémorragie, si elle s'étend au noyau cardio-pulmonaire, le patient fait un arrêt cardiaque. Donc vous voyez, cette situation de vertige brutal doit vous éliminer deux grandes urgences. La première urgence, c'est le syndrome cérébelleux parce qu'on peut avoir un hématome de la fosse cérébrale postérieure. Et là, c'est une urgence chirurgicale. Et la deuxième situation, c'est le Wallenberg. Et c'est l'IRM qui vous montre la lésion qui existe au niveau du tronc cérébral. Ce sont les deux grandes situations. Tout le reste, après, VPPB, maladie de Ménière, otite chronique avec vertige, et tout ceci, c'est un vertige fonctionnel qui va être résolu progressivement. À ce moment-là, on peut donner un traitement symptomatique, on peut bilanter le patient. Ce patient-là, il ne faut pas le lâcher. Oui. L'hématome de la fosse cérébrale postérieure. Oui, ça existe, hein, sans traumatisme. Si. On choisit le... Oui, même s'il n'est pas hypertendu. Hein. On peut avoir une malformation vasculaire qui saigne chez un jeune, on peut avoir tout. Donc il faut penser à chercher le syndrome cérébelleux. Et quand on va le chercher, le syndrome cérébelleux, pour la personne qui a dit, on cherche le syndrome cérébelleux chez un vertigineux. Romberg, syndrome cérébelleux. Il n'arrive même pas à se mettre debout. Hein. On ne peut pas lui demander de marcher. Voilà, on va chercher le syndrome cérébelleux, voilà, malade alité. C'est-à-dire, on va chercher l'hypermétrie, l'hypométrie, la discoordination motrice, etc. Malade couché. Ce n'est pas la peine de le mettre debout. Hein. Parce que quand vous allez le mettre debout, il va tomber. Donc, s'il vous plaît, quand vous avez un vertigineux, devant vous, essayez d'éliminer le central en essayant de voir les yeux, en essayant de chercher les troubles de sensibilité. Œdème palpébral fébrile. On peut ramener un enfant, le plus souvent c'est une pathologie de l'enfant. Les parents vous diront souvent c'est une bestiole qui est passée la nuit pour le piquer au niveau de l'œil, mais quand une bestiole pique, pourquoi la fièvre est là? Hein? Quand il y a un œdème palpébral unilatéral, ça peut parfois être bilatéral, hein? Et il faut se méfier d'une pathologie infectieuse. Et donc, quelle serait votre attitude dans cette situation-là? C'est d'aller chercher une sinusite. Donc, soit, oui, le plus souvent, c'est ethmoïdal chez l'enfant. Donc, le plus souvent, les parents peuvent vous rapporter une rhinorrhée purulente, comme ils peuvent ne pas la rapporter, mais il faut examiner le patient pour chercher la rhinorrhée purulente. Et à ce moment-là, quand vous allez la trouver, vous êtes en situation de sinusite ethmoïdale compliquée, parce que là, il n'est plus ethmoïdal, il est passé au-delà de l'ethmoïde, et on demande un scanner pour voir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est une cellulite orbitaire? Cellulite orbitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire une infection qui s'est étendue au contenu de l'orbite, ou c'est seulement un abcès sous périosté. D'accord? Et à ce moment-là, on va juger de l'incision, de l'évacuation de l'abcès, peut-être une chirurgie urgente. Mais dans tous les cas, ce n'est pas un patient à traiter à titre ambulatoire. Il faut l'hospitaliser, et une ponction au début pour avoir des prélèvements bactériologiques, prévoir éventuellement la chirurgie, mais toujours une antibiothérapie parentérale avec une surveillance. Alors, sur quoi va se baser la surveillance? Il se basera essentiellement sur l'acuité visuelle et sur l'oculomotricité. Est-ce que l'œil continue à bouger? Et est-ce que l'enfant continue à voir? C'est-à-dire, en d'autres termes, lorsqu'on va l'examiner, on va essayer de lui ouvrir les paupières
et on va lui demander est-ce que vous voyez bien. Ça veut dire que sa vision est bonne et on lui demandera de mobiliser le globe oculaire droite à gauche, en bas. Parce que s'il n'arrive plus à mobiliser l'œil, c'est une urgence à la chirurgie. Il faut l'opérer en extrême urgence. Hein? Parce qu'il faut décomprimer l'orbite et puis décomprimer la pression sur le globe oculaire. Si vous avez des questions, il faut les poser. Hein? Quatrième situation, paralysie faciale périphérique. Ça, c'est une situation fréquente. Voilà, donc d'installation brutale, d'une asymétrie avec difficulté à la mastication. Il n'y a pas de notion de traumatisme ni d'autoré. Et l'examen ORL montre ceci. Alors, c'est quoi ça? Oui, c'est un zona auriculaire. D'accord? Donc c'est une paralysie faciale, mais ce n'est pas une paralysie faciale aphrégorée, idiopathique, c'est une paralysie faciale zostérienne. Hein? Là, c'est parmi les paralysies faciales de mauvais pronostic. Alors, on peut la traiter à titre ambulatoire. L'idéal, c'est l'hospitalisation parce que souvent, ces patients-là font des vertiges avec un traitement antiviral, de la corticothérapie et de la kinésithérapie faciale. Il faut que, vis-à-vis de ce patient, vous ne soyez pas trop optimiste parce que souvent les patients vous diront est-ce que je vais récupérer totalement? Il faut dire, c'est pas comme la paralysie faciale aphrégorée. Hein. Aphrégorée, vous pouvez dire oui, mais ici non. Ici, il y a un risque à ce que la récupération ne soit pas totale. Et donc il ne faut pas s'engager, hein, parce qu'à ce moment-là, vous allez être jugé sur votre compétence thérapeutique, alors qu'il s'agit d'une lésion virale très agressive qui a donné une lésion importante du nerf. Pourquoi est-ce que je vous ai mis ce cas clinique? Parce que si vous ratez l'examen du pavillon, vous allez penser à une aphrégorée et à ce moment-là, vous allez donner une corticothérapie seule. Si vous donnez de la corticothérapie seule pour un virus, il vous fera une encéphalopathie d'origine virale, ce qui serait catastrophique. Donc il faut toujours examiner la zone de ce qu'on appelle la zone de Ramsay-Hunt. Vous comprenez comment ça se passe, l'infection virale? Oui? Oui. En parallèle en hospitalisation, on commence l'antiviral le matin par exemple, et puis on attend quelques heures pour commencer la corticothérapie. Parce que le nerf il souffre, mais il faut quand même que le patient ait un antiviral qui circule dans son sang. Ah oui, alors là, si le patient tarde à venir, c'est à peu près la même chose. Hein. Même pour la frégorée, le pronostic est mauvais hein, lorsqu'on ne commence pas le traitement rapidement. Donc là, c'est une paralysie faciale qui est de mauvais pronostic, donc il faut se méfier. Dyspnée aiguë fébrile de l'adulte. Dyspnée fébrile aiguë de l'adulte. Hein. Un adulte, 40 ans, tabagique, chronique, présente de façon brutale une dyspnée de repos, hein, avec un stridor, hein, c'est-à-dire qu'on entend sa respiration, soulagé relativement par l'aptitude penchée en avant. Il n'arrive pas à avaler, dysphagie haute, dans un contexte fébrile, à 39 degrés. Il a une dysphagie haute, donc on va dire peut-être qu'il fait une angine. L'examen de l'oropharynx montre ceci. Quelle serait votre attitude? Hein? L'herpès? L'herpès, il va donner une dyspnée? Il ne donne pas de dyspnée, l'herpès. Examen du cavum, le cavum donne une dyspnée? Ah, c'est possible. La laryngite va donner une dyspnée. Mais est-ce que la laryngite va donner une dysphagie?
L'épiglotite. Pourquoi c'est l'épiglotite? C'est parce que le patient, son épiglotte est embodiné par l'inflammation. Si vous le couchez, il s'asphyxie, hein, parce que l'épiglotte tombe sur le pharynx et à ce moment-là, il obstrue les voies respiratoires. Alors, certes, si vous n'avez pas les moyens, vous n'allez pas aller chercher l'épiglotte, parce que là, c'est l'épiglotte, hein, on ne voit même pas le larynx, le patient respire par ça, hein, par ces petits endroits. Ça, c'est le pharynx. Là, c'est l'épiglotte qui est bodinée et il respire par cette petite fente. On n'arrive même pas à voir les cordes vocales. Donc, vous comprenez très bien que lorsqu'on le met sur le dos, cette épiglotte va tomber là et il va bloquer tout. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir faire ceci. Et donc, c'est l'indication. Ça, c'est une urgence, hein, il faut se méfier de ça. Il faut l'hospitaliser en urgence et mettre à sa tête un set de trachéotomie. Donc, il doit être hospitalisé en ORL, parce qu'il peut subir une trachéotomie à tout moment. Et bien entendu, on commence toujours une antibiothérapie parentérale à large spectre, soit les associations, soit les céphalotes de troisième génération, qui visent tous les germes qui peuvent être responsables, à savoir l'hémophilus, le staphylocoque, le streptocoque, le pneumocoque, et avec bien sûr une corticothérapie pour essayer de diminuer l'inflammation. Donc quelqu'un qui lorsque vous voulez l'examiner et vous le poussez vers l'arrière, vous faites l'hyperextension, il devient dyspnéique et il vous impose à pencher la tête, pensez à l'épiglottite. Ah, la dysphagie, bien sûr. C'est normal, parce que quelqu'un qui n'a que cet espace-là pour avaler, vous voyez les salives? Il y a de l'inflammation importante, donc il n'arrive pas à avaler. Oh, c'est rapide, hein? Oui, peut-être 48 heures. Oui. Ça dépend des germes, ça dépend de l'agressivité du germe, ça dépend aussi de l'état immunitaire du patient, ça dépend de plusieurs éléments. Épistaxis. Ça, c'est une situation aussi fréquente, vasculaire. 40 ans, présente de façon récidivante une épistaxis droite résolutive, c'est-à-dire que ça saigne du nez. Souvent, les patients vont mettre n'importe quoi dans le nez, puis ça s'arrête, et ça revient, ça s'arrête, ça revient. Quelle serait votre attitude? Examen des fosses nasales. Donc, le plus souvent, on va trouver une tache vasculaire, mais même si on trouve une tache vasculaire, il faut se méfier du cavum. Alors, comment va-t-on penser au cavum? Examen des oreilles, à la recherche de otite séreuse. Ou bien, on pose la question tout simplement au patient, est-ce que vous entendez très bien des deux oreilles? Deuxièmement, est-ce qu'il n'a pas une adénopathie cervicale homolatérale? Troisièmement, l'oculomotricité. Parce que l'oculomotricité, oui, strabisme par atteinte du droit externe. D'accord? Et ça, c'est important. Il y a 3 éléments à chercher. L'oreille, vous entendez bien? Est-ce qu'il y a une boule? Je palpe le cou. Est-ce que l'oculomotricité est bonne? Associée à une épistaxis unilatérale. Si je ne trouve rien, à ce moment-là, je suis dans l'obligation de faire une endoscopie. Je dois regarder l'intérieur et donc je vois est-ce que le patient a une tache vasculaire. Et même si je la trouve, je vais au-delà pour voir le cavum. Il faut que le cavum soit normal. Pour qu'à ce moment-là, je dis, ah oui, d'accord, il a une tache vasculaire qu'on va cautériser et tout. Bon, il y a une démarche thérapeutique en matière d'épistaxis, un arbre décisionnel. Là, je vous ai mis comment est-ce qu'on peut éventuellement mécher. Quand vous voulez mécher les fosses nasales, on ne mèche pas seulement la narine. Il faut mécher la fosse nasale. Ah oui, regardez, la mèche arrive jusqu'à la coane. C'est ça ce que ça veut dire, mécher une fosse nasale. C'est isoler la fosse nasale par rapport à d'autres structures. D'ailleurs, on peut l'isoler. Pourquoi? Parce qu'autour de la fosse nasale, il y a de l'os. On peut mettre des mèches à l'intérieur et ça bloque tout. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on mèche? Il faut se mettre en parallèle au palais osseux. Hein, il faut être
parallèle au palais osseux, et progressivement, ça c'est la première partie de la mèche, et ensuite le reste des parties va s'encombrer dans... Ou bien on peut utiliser les tampons nasaux. Tampon nasaux, c'est facile, on va le mettre dans la fosse nasale, on l'imbibe de sérum, il va gonfler, il va faire le même scénario qu'ici. Bien sûr, lorsqu'on a une épistaxis, comme vous le savez, on fait le diagnostic, on recherche la cause, l'abondance, le retentissement, l'hémostase. Bon, il y a plusieurs... Ce qui nous perturbe, nous, le plus, c'est les causes locales et c'est surtout le cancer. Pourquoi le cancer? Parce que si on le rate, lui, il ne nous rate pas. Alors, dysphagie aiguë avec hypersialorée. C'est souvent l'apanage des enfants qui présentent de façon brutale une dysphagie haute avec une hypersialorée dans un contexte apéritique. Les parents vous disent on ne comprend rien. Brutalement, il commence à ne pas avaler bien. Et est-ce qu'il a de la fièvre? Non, il salive, il n'arrive pas à avaler. Même sa salive, il n'arrive pas à l'avaler. Et lorsque vous l'examinez, vous trouvez que l'oropharynx, en dehors de la salive que vous allez demander de cracher, vous allez trouver un oropharynx normal. Quelle est votre attitude? À quoi vous pensez comme diagnostic? Corps étranger. L'ingestion de corps étrangers, parce que les enfants, ils ne vont pas vous dire qu'ils ont ingéré des corps étrangers. Donc il faut penser aux corps étrangers, et souvent les corps étrangers, c'est les pièces de monnaie. Je ne sais pas pourquoi c'est très fréquent, les pièces de monnaie dans l'œsophage. Parce que les parents, peut-être qu'ils donnent des pièces de monnaie pour les enfants, et que les enfants jouent avec au niveau de la bouche. Donc corps étranger, vous voyez là, le corps étranger, comment est-ce qu'il se place au niveau de l'œsophage, et comment est-ce qu'il arrive à bloquer la voie de digestion, la voie œsophagienne. Une autre situation, tout quinteuse, brutale chez un enfant. C'est souvent l'apanage des enfants. Il est amené par les parents en urgence pour une toux quinteuse d'installation brutale depuis 1 heure avec des épisodes de cyanose dans un contexte apéritique. C'est-à-dire que l'enfant commence à tousser, il s'étouffe et il devient même cyanosé parfois. Et la cyanose disparaît. Alors, lorsque vous l'examinez, vous notez qu'il a un silence respiratoire au niveau du champ pulmonaire, alors je me suis trompé là, droit. Et que l'enfant n'est pas asthmatique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Radiothorax. Alors, vous demandez la radio de thorax, et il vous donne cette radio. Distension bilatérale, ça c'est une radio en inspiration forcée. L'enfant est coopérant. Il vous fait la radio et vous regardez, est-ce qu'il y a un corps étranger? Non, il n'y a pas de corps étranger apparemment. Bien sûr, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, vous faites la radio en expiration. Vous faites la radio en inspiration. Voilà. Et puis vous faites la radio en expiration et vous voyez qu'il y a un piégeage d'air à droite. Donc ça n'a pas bougé. Ici, c'est là. Et par contre, ici, ça s'est évacué. Donc il y a quelque chose qui ferme la branche souche droite. Et donc à ce moment-là, vous dites que même si je ne vois pas de corps étranger, il y a un corps étranger radiotransparent qui bloque la branche souche droite. Et c'est sur ça que le bronchoscopiste va faire une bronchoscopie à la recherche de cacahuètes, à la recherche d'un corps étranger qui est radiotransparent. C'est une situation là. Bon, ça c'est l'attitude pratique devant un corps étranger. Torticolis fébrile. Angine. Torticolis fébrile. Un enfant qui a un torticolis, 5 ans, depuis 2 jours, une fièvre à 39 avec un torticolis, vous voyez l'attitude? Et l'examen de la cavité buccale, otoscopie, rhinoscopie normale. En dehors de la douleur à la mobilisation, on essaie de mobiliser la tête, il a mal, mais on ne touche pas de masse palpable. Votre attitude? Non, otoscopie normale. Examen de la cavité buccale, normal. Rhinoscopie, normale. Torticolis fébrile, c'est un réflexe en médecine.
Oui? Méningite? Comme ça, la méningite? Non, la méningite, c'est ça. Il n'arrive pas. Il a une raideur de la nuque. Torticolis fébrile, c'est un abcès rétropharyngé. Un torticolis fébrile égale scanner, à la recherche d'un abcès rétropharyngé. Donc méfiez-vous de ces situations-là. Pourquoi? Parce que c'est fréquent. Ça peut être dû à une lésion du pharynx, ça peut être dû à une localisation infectieuse, ça peut être dû à une tuberculose, ça peut être pas mal de choses. Mais le plus souvent, c'est à germe pyogène. Et l'attitude, c'est quoi? Scanner, incision, évacuation, hospitalisation, traitement antibiotique, prélèvement bactériologique, etc., etc. Donc, pensez à demander un scanner du pharynx devant un torticolis fébrile. Ah, l'angine ne donne pas de torticolis. Détresse respiratoire néonatale. On vous appelle en urgence pour un petit enfant qui vient de naître et qui a une détresse respiratoire avec cyanose, signe de lutte et désaturation rapidement résolutive aux pleurs. Lorsqu'il commence à pleurer, ça devient bien. Il est rose. Et il s'arrête de pleurer, il cyanose. C'est quoi? Atrésie des coins. Hein? Alors, parce que lorsqu'il pleure, il ouvre sa bouche. Hein? Je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer bouche fermée. Il ouvre la bouche. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on vous appelle? Parce qu'on vous appelle alors qu'il est cyanosé, peut-être qu'il ne pleure pas, et il faut lui ouvrir la bouche. Si vous lui ouvrez la bouche et qu'il devient rose, vous n'allez pas rester toute la journée comme ça, vous lui mettez une canule de Guédel et vous lui mettez une sonde, parce qu'il n'arrive plus à téter, hein. Il ne peut pas téter le sein. Donc vous lui mettez une sonde à travers la bouche, parce que le nez est isolé, il a une atrésie bilatérale. Donc il faut l'alimenter en attendant de faire un scanner. Le scanner va vous montrer est-ce que l'atrésie est d'origine muqueuse ou d'origine osseuse. Et à ce moment-là, l'attitude thérapeutique serait relativement simple, soit en fraisant, soit en perforant la muqueuse et bien entendu en mettant des moyens qui vont calibrer. Et à ce moment-là, l'enfant va respirer, vous voyez la bouche fermée, et il respire à travers les deux petites deux drains qu'on pourra laisser en place pendant deux mois, etc. Ça dépend des situations. Oui, en général, on vous appelle à la sortie du ventre de la maman. On vous appelle vraiment parce que, ah oui, en extrême urgence. Hein? Mais pas des fosses nasales. On passe la sonde dans les fosses nasales, en bilatéral. Non, mais je sais quoi je parle. Donc il faut se méfier de ça, hein, parce que le premier geste à faire, ce n'est pas de se dire je vais l'intuber, je ne sais pas quoi faire. Il faut faire ce geste-là. C'est ça, il faut avoir un pouce, un index et puis un médus. Il faut ouvrir la bouche. Ah oui, parfois. Bien sûr, parfois on peut avoir une atrésie du larynx. En général, il meurt, hein, les atrésies de larynx. Il y a d'autres situations de problèmes pulmonaires. Hein, donc là, c'est des situations. Mais en faisant ça, vous allez comprendre que le problème se situe là-haut. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez résoudre le problème. Surdité brutale unilatérale. Patient de 50 ans, diabétique, sous antidiabétiques oraux, tabagique chronique, qui présente de façon brutale une surdité brutale droite. Hein? Il n'entend plus de son oreille droite, sans vertige, sans rien du tout. L'autoscopie, c'est ça. Le reste de l'examen ORL est normal. Que faut-il faire?
À la recherche de quoi? Oui, alors, vous allez déjà à quoi ça? Un AVC de quoi? Il est bien, hein, l'examen ORL, l'examen général est normal. Hein. Oui. Donc on doit penser à une surdité brusque. Mais comment va-t-on aller dans le sens du diagnostic de la surdité brusque? Il faut qu'elle soit une surdité de perception par atteinte de l'oreille interne. Comment est-ce que un médecin généraliste, diapason, oui, diapason, on fait vibrer le diapason, on le pose, alors la suite? Alors, la suite? Oui, là, il a une surdité à droite. Donc il va entendre à gauche, du côté, c'est-à-dire du côté sain. Donc s'il entend du côté sain, à ce moment-là, on dit c'est une surdité de perception d'installation brutale, parce que ça peut être aussi une surdité de transmission d'installation brutale. Mais en général, c'est les perceptions d'installation brutale. Vous voyez, là, c'est les neurosensoriels. Il va vers l'oreille normale. Et donc, à ce moment-là, c'est la prise en charge d'installation brutale. Quel est le traitement qu'il faut préconiser, mais avant de faire une IRM, pas un scanner? Une surdité brutale, unilatérale de perception, ça peut être une surdité par atteinte de l'oreille interne ou autre chose. Donc, le traitement, c'est le corticoïde. C'est comme la paralysie faciale à frégorée. Donc, il faut commencer la corticothérapie d'emblée et demander une IRM. Pourquoi? Parce que parmi les diagnostics qui peuvent être évoqués à ce moment-là, c'est le neurinome de l'acoustique. Ah oui, parfois c'est aigu, hein, parce qu'au niveau du neurinome, il peut saigner le neurinome, et à ce moment-là, lorsqu'il saigne, il donne une surdité brutale. D'accord. Donc l'IRM va vous réconforter sur le plan du diagnostic lorsque vous ne trouvez pas de neurinome. À ce moment-là, vous allez dire obstruction nasale bilatérale post-traumatique. Enfant 2 ans, à la suite d'un traumatisme minime, hein, il est tombé à la maison et il fait une obstruction nasale bilatérale. Lorsqu'il vient vous voir, vous l'examinez. Alors, c'est le diagnostic? Non, il n'y a pas d'œdème. Le cartilage ne fait pas d'œdème. C'est une hémorragie, c'est un hématome de la cloison nasale. Que faut-il faire? Évacuer comment? Incision. Ce n'est pas la ponction. Non, il faut inciser. Et l'hématome se retrouve sous le péricondre. Donc il faut inciser. Vous voyez? Il faut inciser, il faut aspirer. Hein. Il suffit d'inciser pour que le sang sorte et les caillots sanguins. Il faut élargir. Et à ce moment-là, il faut mécher. Hein, pas mécher l'incision, il faut mécher pour que la muqueuse soit plaquée avec le péricondre sur le cartilage. Quel est le risque? Supposons qu'on est passé à côté de ça. On n'a pas pensé à ça, on s'est dit, oh, c'est pas grave, on donne un antibiotique, ou je sais pas, on donne un corticoïde. Le risque, c'est que ce caillot sanguin va s'infecter et à ce moment-là, il va faire l'infection de la cloison nasale et donc par la suite, la pyramide nasale va tomber. Donc, c'est une situation à laquelle il faut penser dans le cadre de la prise en charge de ces patients. Alors, je suis déjà arrivé à la conclusion. Situation fréquente et diversifiée. Vous voyez là les différentes situations des urgences infectieuses, hémorragiques et neurosensorielles. Les démarches diagnostiques et thérapeutiques doivent être adaptées à chaque situation. Et bien entendu, il faut que ça soit
dans la pratique du médecin, que ce soit le médecin généraliste ou le médecin spécialiste, des situations de réflexe. Hein. C'est-à-dire, devant une situation X, je dois faire tac, tac, tac. Je dois savoir rapidement quelle est l'attitude que je dois faire. Voilà, et je vous remercie. Oh. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Oui. Sphénoïdale. Une sinusite dangereuse, mais traitée à titre ambulatoire par un traitement oral. Les recommandations 1. Non, on commence le traitement. Hein. J'ai une céphalée de vertex, j'ai une rhinorrhée purulente, j'ai examiné, c'est une sinusite sphénoïdale dans ma tête. Mais je demande quand même un scanner pour la confirmer. Mais je commence d'emblée un traitement antibiotique, antalgique, lavage des fosses nasales, et bien entendu, à ce moment-là, je règle le problème. D'accord? Oui? Oui? Ça y est? Oui. Une question à propos des épistaxis. Vous avez parlé des méchages, mais au bout de combien de temps il faut changer les mèches? On change, oui. On mèche souvent pour 48 heures. 48. 2 jours à 3 jours de mèchage sous antibiothérapie parce qu'il y a un risque de. Quand est-ce qu'on est obligé de mècher par des mèches résorbables? Lorsque le patient a une photographie. Il y a un groupe de ménage mais ou secondaire à ce moment-là, on va utiliser une mèche qu'on va laisser sur place. Pourquoi utiliser une mèche qu'on va enlever? Parce que lorsqu'on est en train de l'enlever, on fait encore un second, on sera obligé de refaire un mèchage. Et on est dans le chromatisme médicamenteuse alors qu'il y a un groupe de moustache. Donc il faut corriger le groupe de moustache. Parfois, c'est une situation qui risque de nous donner de gros problèmes à résoudre. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a envie de mècher quelqu'un, un groupe de moustache, on préfère plus les mèches résorbables que les mèches conventionnées. Parce qu'ils vont suivre le processus. Pourquoi? Après le mèchage, le mèchage, il ne faut pas qu'il soit trop traumatique. Lorsqu'on veut mècher, on ne mèche pas avec n'importe quoi. On doit mècher soit avec
pré-Onishage. À ce moment-là, il faut les introduire de façon parallèle au palais. C'est ça l'endroit le plus espacé des fosses nasales. Et à ce moment-là, on plonge les pompons à la forme de la fosse nasale. Et soit qu'on va utiliser de la vitrage, de la tuile gras. Et à ce moment-là, quand on mèche, il faut être parallèle aux structures. Si le patient est agité, on risque d'aller sur la cloison. Et si on fait un traumatisme une fois à ce niveau et à l'intérieur et à l'extérieur, on risque d'avoir des séréchies de l'utérus, c'est-à-dire une fermeture de la fosse nasale. C'est ça ce qui pourrait entraîner une grande complication par fonction nasale ou vocale. Mais souvent, lorsque le méchage est fait de façon douce, ça ne pose pas de problème. Oui. Alors, la dernière question, s'il vous plaît. Oui, à propos de l'abcérétropharyngée. D'ailleurs, c'est quoi une pathologie qui pourrait... Ah oui, justement. Est-ce qu'il faut chercher une porte ailleurs? Bien sûr. J'ai dit l'abcérétropharyngée, ça peut être secondaire à un traumatisme. Parfois, c'est une arrêt de poisson. Parfois, c'est un foyer d'infection à proximité. Parfois, il n'y a rien. Et pourquoi j'ai mis ce cas clinique? C'est parce que justement, c'est rare. Et c'est des patients qui sont traités à titre ambulatoire. Le risque, c'est quoi? C'est que l'abcès continue à évoluer et il obstrue les voies aériennes. Et à ce moment-là, le patient décède. Donc, devant un torticolis fébrile, scanner. C'est facile. Et ne pas commencer d'antibiotiques. Faites un scanner. Si vous avez un abcès, il faut que le patient soit hospitalisé dans un service qui pourrait aller inciser, faire des prélèvements, etc. Et puis, il faut commencer les antibiotiques. On fait le prélèvement, on commence les antibiotiques. Ça, ce ne sont pas toutes les situations Bien sûr. des urgences ORL. J'ai fait un choix des situations un peu particulières. Sinon, on peut faire plusieurs séances de cas cliniques. Par votre explication, il y aura plus de... On aimerait passer toute la... On va refaire une deuxième rencontre, Inch'Allah. On va voir tous les cas. Alors, pour vous remercier, professeur Raji, pour son exposé, j'invite Dr Alaoui pour lui remettre un présent de la part du G20. De toute façon, c'est pratique. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Alors, sans tarder, on va passer à la deuxième exposé. On invite Dr Yacoubi Jian et Dr Boulman.